Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence Histoire de territoire, design de demain. Une rencontre de prospective territoriale depuis la Bretagne qui accueille la France Design Week comme dans d'autres régions et qui nous projette sur la place des départements, leur visibilité sur l'échiquier européen. Et nous allons nous poser ensemble une question qui pourrait paraître tout à fait saugrenue. Faut-il changer le nom du département Ille-et-Vilaine en Île-Lumière? Alors que représente véritablement cette question, cette interrogation qui pourrait interpeller bien des géographes, des élus, des prospectivistes, des universitaires, et puis tout simplement les forces, les composantes de la société civile qui composent le territoire départemental. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de tutelle des collectivités en France et un certain nombre de textes codifient les relations et il est possible de se référer à un certain nombre d'articles dans le Code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L 3111-1 qui dispose que le changement de nom d'un département est décidé par décret. Décret en Conseil d'État sur la demande du Conseil départemental. Vous savez que nous avons basculé les conseils généraux sont maintenant des conseils départementaux et au fil des années vécues de transfert de compétences, de décentralisation, on l'a vu dans plusieurs grands temps forts de notre vie institutionnelle, des départements ont pris la décision de changer de nom. Le plus significatif et sans doute le plus récent, ce sont les Côtes du Nord, qui sont devenus Côtes d'Armor, le 27 février 1990. Et bien avant cela, nous pouvons regarder des exemples antérieurs, celui de la Loire-Inférieure, qui est devenue Loire-Atlantique, le 9 mars 1957, la Loire inférieure qui est devenue Charente-Maritime, le 4 septembre 1941, et puis en Normandie, c'est la Seine inférieure qui est elle-même devenue Seine-Maritime le 18 janvier 1955. Alors ces changements sont effectivement lourds. Un changement de nom est toujours quelque chose qui modifie en profondeur à la fois les éléments de communication, les éléments visuels, les éléments d'appartenance des habitants à un territoire. Et ce nom Île-Lumière est le fruit d'un cheminement créatif, philosophique et intellectuel que nous allons reprendre ensemble pour nous poser si cette question en termes de design de territoire, est intéressante à poser. À la lumière d'une actualité, puisque faut-il en 2022 réfléchir à ce changement de nom? Est-il opportun? Est-il pertinent? Et en quoi rentre-t-il en résonance avec un certain nombre de commémorations et d'éléments mémoriels qui entourent l'année 2022. Alors ce département Ille-et-Vilaine est bien connu. Il y a eu des tentatives nombreuses de débattre et l'Assemblée départementale s'en est saisie elle-même en essayant de réfléchir à des façons d'embellir finalement à la fois le nom du département mais aussi celui de ses habitants. Et c'est un débat qui a notamment conduit à choisir le nom de Brétilien pour qualifier les habitants du département d'Ille-et-Vilaine. Alors, est-ce qu'un département Île-Lumière serait justement pertinent? Quelle serait sa signification? Je vous propose de nourrir ensemble le champ des possibles autour de ces débats qui, bien entendu, s'inscrit dans un esprit de prospective
et qui peut, je l'espère, intéresser des associations, des riverains, des élus, des habitants du territoire, des présidents d'associations, des responsables de la société civile qui, effectivement, s'interrogent sur le, notre département demain. Alors, pour quel est l'intérêt et pourquoi une référence à Île-Lumière? Eh bien, tout simplement, c'est une référence historique qui se veut en relation avec le passage des Frères Lumière en Bretagne. Vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes est clairement identifiée comme un bassin de création dans lequel les inventions des Frères Lumière ont pu germer et se développer. Eh bien, les Frères Lumière avaient aussi identifié l'île-et-Vilaine comme une terre d'innovation. Et si c'est à Dinard qu'Auguste et Louis Lumière sont venus faire leurs premières expériences photographiques en 1877, les deux innovateurs étaient aussi passionnés par de nombreuses autres découvertes qui ont traversé les régions. Ils avaient par exemple acheté et rénové un moulin pour produire, notamment dans le Jura, une fécule de pommes de terre très fine, ingrédient nécessaire à l'émulsion photographique. Et les archives de l'INPI permettent de retrouver la puissance des découvertes, des inventions, euh, des dynamiques d'innovation exceptionnelles que les Frères Lumière ont réussi à mettre en place à travers un nombre impressionnant de brevets, de publications, de procédés, de métiers, de médicaments et de matériaux qu'ils ont voulu toucher. Alors l'histoire du moulin qui produisait une fécule de pommes de terre très fine nécessaire à l'émulsion photographique est intéressante pour une région agricole comme la Bretagne. Elle est aussi un élément fort des réflexions que la prospective nous amène à avoir demain en matière d'économie circulaire, à la façon de réfléchir aussi à des low-tech, à réfléchir à finalement des projets qui soient technologiquement forts, mais également dotés d'une faible empreinte carbone. C'est un défi d'avenir qui a toute sa place entre terre et mer parce que l'île-et-Vilaine et ces différents canaux qui y sont rattachés peuvent être une formidable source d'énergie, une source de lumière. Les inventions des frères éponymes sont largement impliquées les unes aux autres. La chimie, car liée à la photographie, mais également l'optique, l'acoustique, la téléphonie, la musique, filière automobile, accumulateurs, carburant, sans oublier le domaine de la médecine qui ont donné naissance à 240 brevets ou perfectionnements. Et ce foisonnement a nourri près de 500 communications à l'Académie des sciences ainsi que des échanges nombreux avec des sociétés savantes. Ces complémentarités, ces conjugaisons, cette intelligence relationnelle qu'ont eu les frères Lumière est remarquable et pourrait constituer un emblème extrêmement fort pour réfléchir à la gouvernance de demain en Bretagne, qui a aussi besoin de se réinventer à cause d'un essoufflement, un manque de dynamisme des élites, d'un certain nombre de baronnies locales, de tribus gauloises qui, malheureusement, ne regardent pas assez l'avenir. Le défi d'un changement de nom passer de l'île-et-Vilaine à un département île-Lumière est un pari qui a aussi un sens historique très fort quand on repense notamment au serment de la Goule aux Fées. Vous savez que les frères Lumière avaient fait le serment de signer conjointement leurs inventions et les propriétés de la lumière sont depuis toujours un moteur clé d'innovation scientifique et technique connue depuis l'Antiquité. Et l'étymologie de Goule est un élément aussi intéressant et qui fait sens avec le territoire breton à travers un certain nombre de légendes, de contes rattachés à des grottes marines.
Et la goule aux fées à Dinard, ou la goule de Galimou à Erquy, ou d'autres grottes marines qui existent dans les îles anglo-normandes, on nourrit un capital de créativité, d'audace exceptionnel, et il est heureux que les Frères Lumière aient choisi, à travers le serment de la goule aux fées, de matérialiser leur engagement à signer conjointement leur invention. L'île-et-Vilaine est entourée d'une lumière fluviale exceptionnelle à travers ses différents canaux. On peut partir de l'estuaire de la Rance, marcher sur le canal de Lille, arriver à Rennes et descendre ensuite avec la Vilaine jusqu'à Redon, et puis continuer encore jusqu'à l'océan, finalement le plus grand fleuve de Bretagne qui nous mène vers les Marais Salants, vers Guérande, vers la Roche-Bernard. Alors la goule aux fées ou goule fée est vraiment spécifique de la langue galaise. C'est un élément identitaire extrêmement fort du pays gallo et qui a aussi sa signification pour à la fois le littoral brétilien mais aussi les îles anglo-normandes. Et peut-être que nous pourrions questionner la façon que nous pourrions avoir de croire qu'une caverne, un lieu mythique dans l'histoire des images, ait abrité l'origine de la photographie en couleur et du cinéma, et peut-être amène à aussi être un laboratoire pour les départements, les régions, les territoires, qui souhaiteraient réfléchir à un nouveau design des politiques publiques. Ce public choice, qui est aussi très fort de l'autre côté de l'Atlantique, à travers un certain nombre de sociétés savantes, réseaux universitaires, doit nous inviter à réinventer en permanence l'ancrage de nos territoires. D'autant plus que l'année 2022 est une étape majeure, une étape cruciale pour débattre de cette proposition Île-Lumière, car cette année, et c'est un moment privilégié de le faire dans le cadre de la France Design Week, et je veux remercier de tout cœur leurs organisatrices, fières bataillantes de l'écloseur, qui contribuent à faire germer un écosystème inédit dans le pays de Rennes. Eh bien, en 2022, nous pouvons célébrer ensemble un centenaire particulier, c'est le centenaire du passage de Picasso en Ille-et-Vilaine, qui symbolise l'attachement d'un grand artiste andalou à la lumière bretonne. Et vous savez qu'en 1922, Picasso a séjourné à Dinard, à la Villa Beauregard, avenue Georges V, avec vue sur le prieuré. Et à ce titre, l'année 2022 est l'occasion de célébrer le centenaire de son parcours sur la côte d'Émeraude et d'illustrer en quoi son héritage artistique, à la croisée d'autres mouvements, nourrit notre défi pour le présent, mais aussi le futur. Nous avons besoin d'artistes, nous avons besoin d'intellectuels pour imaginer, façonner de nouveaux écrins. Nous avons été bercés en Ille-et-Vilaine par des hommes de lettres, des poètes, de Combourg à Saint-Malo, par les valises d'étonnants voyageurs, par la créativité d'échanges, de relations épistolaires depuis le pays de Fougères jusqu'aux traces dans le pays de Rennes des correspondances de Madame la marquise de Sévigné. Eh bien, ce défi Lumière doit nous inviter à réfléchir à ce rayonnement demain que nous souhaitons. Pour toutes ces raisons d'importance culturelle, d'abord, patrimoniale aussi, historique, l'ancrage des Frères Lumière qui reste malheureusement méconnu, et pourtant de Dinard il y aurait tant à dire sur la côte d'Émeraude, et symbolique parce que cette lumière qui rayonne dans des cavernes, dans des grottes marines, est essentielle pour réfléchir à la façon de Platon dans sa caverne, à la philosophie politique, au débat d'idées, à la prospective que je citais aussi en introduction et qui est l'occasion de questionner notre futur, imaginer notre futur, comme de grandes personnalités centristes dans le Grand Ouest y étaient attachées parce qu'elles y voyaient un fort élan humaniste, de René Monory à des personnalités aussi libérales. Je pense à Alain Madelin du côté de Redon,
Eh bien, encourageons ce changement de nom, qu'il soit très largement débattu, et organisons un plaidoyer pour que les décideurs puissent expérimenter, se réunir autour d'un groupe de travail au sein de l'Assemblée des départements de France pour faire remonter un tel projet auprès des pouvoirs publics à Paris. Cela ne sera pas simple, comme je vous l'ai rappelé, le Code général des collectivités territoriales codifie un certain nombre de règles et le changement de nom d'un département nécessite une démarche qui émane d'un conseil départemental. Ce qui veut dire qu'il faut que l'Assemblée départementale d'Ille-et-Vilaine se saisisse pleinement de ce choix et désire en débattre avec les élus, les techniciens, les citoyens, les forces de la société. Alors pour amener ce processus de créativité à émerger, je lance à travers la France Design Week un défi créatif et aussi symbolique qui vise à collecter des photos sur le phénomène de lumière fluviale, avec comme point de départ la vallée de la Vilaine jusqu'au canal de Lille qui, vous le savez, arrive jusque dans l'estuaire de la Rance. Et autour d'un hashtag, Île Lumière, vous pouvez chacun d'entre vous y participer, collecter des photos, les partager publiquement sur Instagram. Elles peuvent être aussi des vidéos se rattachant au prisme de la lumière, à la façon dont vous interceptez la lumière dans le département, en particulier en relation avec le canal, le rapport à l'eau, qui est aussi essentiel. Et La Roche-Bernard est un point de départ privilégié pour lancer une telle aventure photographique entre versants escarpés et paysages champêtres, avec une escale fluviale tout à fait atypique pour naviguer jusqu'à la mer sur le plus grand fleuve de Bretagne. Le nom de la Vilaine, je voudrais le rappeler, tirerait son origine d'une ancienne dénomination bretonne qui voudrait dire la rivière au moulin. Ce qui est fort probable au vu des nombreux moulins qui bordent son cours encore aujourd'hui. Et ces moulins représentent une source d'énergie et par là même une source de lumière. C'est quelque chose qui peut aussi guider la trame de ce défi de lumière, de l'intérêt de débattre d'un changement de nom. J'espère qu'à la croisée de l'art et de la technique photographique, ce dialogue avec la lumière va aussi réveiller une histoire autour de la Vilaine qui a nourri, vous le savez, de grands défis techniques. Jusqu'à Redon, avec, prenons l'exemple de la saga Flaminaire de Marcel Kersia, inventeur du briquet à gaz. Les usines Flaminaire qui ont marqué le pays de Redon ont une histoire intéressante avec l'Italie, avec le Versailles italien. Vous savez que d'origine italienne, son père, Janvier Kersia, était le descendant de Giacomo de la Quercia, professeur de Michel-Ange. Et bien que cette lumière continue à nous guider tel un phare entre terre et mer, entre Vilaine et canal de Lille, ce défi photographique est ouvert à tous et entend rassembler des contributions sur Instagram, qui est un service de partage de photos, mais aussi de vidéos, et chaque citoyen est libre d'y participer en publiant des photos de cette lumière fluviale avec le hashtag Île Lumière. Je voudrais célébrer avec vous cette lumière qui, vous savez, bénéficie d'une journée internationale célébrée chaque année par l'UNESCO et qui certainement doit susciter de la part de nous tous des réflexions créatives, des réflexions prospectives. Et je souhaite que les meilleures idées et propositions soient justement rassemblées et publiées sur une plateforme participative consultable par tous, dont vous avez les références qui apparaissent ici. Et je souhaite vivement encourager l'ensemble des participants à rejoindre cette aventure, à y participer. C'est un engagement purement citoyen, bénévole et gratuit. Et si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher de moi. Vous avez mon adresse courriel. Si vous souhaitez m'adresser une requête, j'y répondrai avec grand plaisir.
Je vous remercie à tous et je reste à votre disposition et je vous propose peut-être de débattre maintenant du contenu de la plateforme qui est déjà très animée, très riche et dans lequel chacun peut y apporter sa poudre de magie. Merci à tous et je reste à votre écoute.